L'économie de la Russie est dans une telle difficulté que Poutine, le gars qui n'admet jamais la défaite, a dû passer à la télévision d'État et avouer ouvertement que son économie traverse une profonde crise. 6,3% du produit intérieur brut de la Russie est consacré aux besoins de la défense, soit 13,5 trillions de roubles, 223 trillions de roubles. Alors, 13,5 sur 223, est-ce beaucoup ou peu? Mais nous luttons actuellement contre cette inflation. Oui, nous visons délibérément à assurer un atterrissage en douceur de l'économie, en quelque sorte. Depuis longtemps, le gouvernement russe publie des statistiques de croissance. Mais la réalité sur le terrain raconte une autre histoire. Les revenus pétroliers ont chuté de plus d'1 billion de roubles. L'inflation a fait grimper les prix des denrées alimentaires jusqu'à 90%. Et les pénuries de main-d'œuvre paralysent des secteurs entiers. Et à l'instant, dans cet extrait que nous avons diffusé, Poutine a admis que les dépenses militaires ont explosé. Ce n'est pas juste un petit problème. Ce que nous voyons, c'est l'effondrement économique en temps réel d'une nation qui semblait autrefois inarrêtable. Dans cette vidéo, nous allons révéler la vérité derrière le mensonge économique de la Russie, les coups cachés de la guerre et l'effondrement de son empire pétrolier. Allons-y. Les gros titres du Kremlin pourraient vous dire que l'économie russe a cru de 4,3% en 2024, ce qui semble impressionnant à première vue. Le gouvernement aime mettre en avant ce chiffre, affirmant qu'il a dépassé des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni. Ils affirment que c'est la preuve que leur politique fonctionne, que la Russie tient bon malgré tous les défis. Mais toutes ces statistiques sont fausses, et la croissance n'est pas ce qu'elle paraît. Elle ne vient pas de nouvelles usines, d'entreprises prospères ou d'une classe moyenne florissante. Elle est principalement liée à une seule chose, les dépenses militaires. Le Kremlin a massivement investi dans l'armement et les salaires militaires, sans se soucier de l'avenir. Les dépenses de défense ont même augmenté de 70% l'année dernière, engloutissant un tiers du budget national. Ce n'est pas le genre de croissance qui construit une économie saine. C'est comme mettre tout votre argent dans une seule action en espérant qu'elle ne s'effondre jamais. Quand la guerre ralentit, ou que l'argent vient à manquer, que se passe-t-il alors? Tout commence à vaciller. Et ça vacille déjà. Regardez les secteurs civils, les parties de l'économie qui font fonctionner un pays au quotidien. Des industries comme la construction, le commerce de détail et la fabrication peinent. Les ventes au détail ont chuté en 2024, donc les gens achètent moins de biens. La construction est en baisse, avec moins 10% de nouveaux projets immobiliers, à cause des taux d'intérêt élevés. Les usines tournent à capacité réduite, certaines à 60% de leur potentiel. Les magasins vendent de moins. Les bâtiments sortent de terre moins vite, et les usines produisent moins. Pourquoi? Le gouvernement se concentre sur la machine de guerre, pas sur l'aide à la croissance des entreprises ordinaires. Le chiffre de croissance de 4,3%, c'est comme une pomme brillante qui est pourrie à l'intérieur. Ça a l'air bien jusqu'à ce qu'on y goûte. La réalité, c'est que l'économie russe est soutenue par un coup de pouce temporaire, et les coups de pouce temporaires ne durent pas éternellement. Maintenant, chaque fois que nous parlons de l'effondrement de la Russie, l'algorithme essaie de l'enterrer. Si vous regardez toujours, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner. Ça aide cette vidéo à toucher beaucoup plus de monde, surtout ceux que le Kremlin ne veut pas voir ça. Parlons maintenant de l'inflation, car c'est là que les choses commencent à toucher durement les gens ordinaires. En mars de cette année, l'inflation était d'environ 10%, en baisse par rapport à un impressionnant 12,9% à la fin de l'année dernière, mais c'est encore beaucoup trop élevé. Plus élevé que ce que la plupart des pays visent. Imaginez aller au magasin et voir le prix du pain ou des œufs augmenter de 10% ou plus en une seule année. Les Russes font face à des hausses de prix à 2 chiffres pour le beurre, les légumes et d'autres produits de base. Pour les familles qui peinent déjà à boucler leur budget, c'est un coup dur. Un pain qui coûtait 50 roubles il y a un an peut maintenant coûter 55 ou 60 roubles. Le lait, les œufs et l'huile de cuisson ont connu des hausses similaires. Pour quelqu'un qui gagne un salaire moyen d'environ 70 000 roubles par mois, soit 700 $, ces hausses de prix grignotent une grande partie de son budget. Les pensions, dont dépendent de nombreux Russes âgés, ont en fait diminué de 0,7% l'année dernière, si l'on tient compte de l'inflation. Donc, les gens paient plus pour moins, et leurs économies ou leurs revenus fixes ne suivent pas.
Pour tenter de ralentir cette spirale des prix, la Banque centrale de Russie a relevé les taux d'intérêt à un impressionnant 21%. C'est l'un des taux d'intérêt les plus élevés au monde en ce moment. L'idée, c'est de rendre l'emprunt d'argent tellement coûteux que les particuliers et les entreprises réduisent leurs dépenses, ce qui devrait faire baisser les prix. Cependant, c'est là que réside le problème. Des taux d'intérêt élevés freinent l'économie. Les entreprises ne peuvent pas emprunter pour se développer ou continuer à fonctionner. Les petits commerces, cafés et jeunes entreprises sont les plus durement touchés. De nombreuses entreprises ferment car elles ne peuvent pas obtenir de prêts. Les gens ordinaires ne peuvent pas obtenir de prêts pour des voitures ou des maisons. Le secteur immobilier est affecté car les prêts immobiliers deviennent inaccessibles pour beaucoup. Les ventes de maisons neuves diminuent, laissant les promoteurs avec des biens invendus. Et lorsque les entreprises ne peuvent pas se développer ou commencent à licencier du personnel, c'est toute l'économie qui en souffre. La Banque centrale essaie d'éteindre l'incendie, mais elle en déclenche un autre dans le processus. Ensuite, il y a la pénurie de main-d'œuvre, qui agit comme un poison lent pour l'économie russe. Actuellement, le pays manque d'environ 2,6 millions de travailleurs. Et ce n'est pas un petit chiffre, c'est comme si une ville entière manquait à la population active. Pourquoi cela se produit-il ? Une grande raison, c'est la guerre en Ukraine. Des centaines de milliers d'hommes ont été envoyés au front, et beaucoup ne reviendront pas. D'autres ont fui le pays pour éviter d'être enrôlés, surtout les jeunes travailleurs qualifiés dans des domaines comme la technologie et la finance. Rien qu'en 2022, on estime que 750 000 personnes sont parties, et l'exode ne s'est pas arrêté. Il ne s'agit pas seulement de travailleurs ordinaires, mais souvent de personnes qualifiées telles que des ingénieurs, des programmeurs et des médecins. Ajoutez à cela le fait que moins de travailleurs migrants viennent en Russie à cause de la situation instable. Et vous avez là une recette pour le désastre. Les usines, les hôpitaux et les écoles manquent de personnel pour fonctionner correctement. Des industries comme le bâtiment fonctionnent à mi-capacité par manque de main-d'œuvre pour réaliser le travail. Le manque de main-d'œuvre fait grimper les salaires, ce qui peut paraître positif, mais c'est un couteau à double tranchant. Récemment, les salaires ont augmenté en moyenne de 17,1%, et même après l'inflation, cela représente une hausse réelle d'un peu moins de 7%. Des salaires plus élevés signifient que les gens ont plus d'argent à dépenser, ce qui alimente la demande et fait grimper les prix. Mais les entreprises ont du mal à payer ces salaires plus élevés, surtout les plus petites qui n'ont pas de contrats gouvernementaux. Une petite entreprise ne peut pas toujours se permettre de payer plus, alors elle augmente les prix ou supprime des emplois. Certains réduisent leur activité ou ferment carrément boutique. Les secteurs les plus touchés, comme la vente au détail ou la construction, ne sont pas ceux qui obtiennent d'importants contrats militaires. Donc, pendant que les soldats et les travailleurs de la défense touchent quand peut-être de plus gros chèques, le reste de l'économie se contente de survivre. Des salaires plus élevés signifient aussi que les gens dépensent plus, ce qui alimente l'inflation, exactement ce que la Banque centrale essaie d'empêcher. C'est un cercle vicieux. Pénurie de main-d'œuvre, hausse des coûts, produits plus chers et économie affaiblie. Les sanctions sont un autre poids énorme qui tire la Russie vers le bas. Quand la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, l'Occident a réagi avec des sanctions sévères. Ils ont gelé des comptes bancaires, bloqué les importations technologiques et réduit les ventes pétrolières. Initialement, la Russie a contourné les sanctions en vendant du pétrole à la Chine et à l'Inde, mais les dégâts sont désormais manifestes. Les revenus pétroliers, qui représentent 40% de l'économie russe, ont chuté de 35% en mai 2025 par rapport à l'année précédente. Cela représente des milliards de dollars disparus, de l'argent qui finançait auparavant les écoles, les routes et l'armée. L'interdiction du charbon par l'Union européenne et le plafonnement du prix du pétrole à 60 $ le baril privent le gouvernement de liquidités. Les sanctions technologiques sont tout aussi graves. Les usines automobiles ne peuvent pas obtenir de pièces, donc la production est à l'arrêt. Et les concessions qui avaient autrefois des parkings pleins sont maintenant vides. Ces sanctions sont comme un étranglement lent, qui serre l'économie russe un peu plus chaque jour. Le pays manque de moyens pour éviter la douleur et l'effondrement devient impossible à ignorer. Parlons maintenant de la montagne croissante de dettes de la Russie, car c'est un autre signe de l'instabilité de la situation. Depuis l'invasion de l'Ukraine, en 2022, le ministère des Finances de la Russie a emprunté de façon effrénée, émettant 128 milliards de dollars en obligations fédérales de prêt, ou obligations fédérales de prêt, pour maintenir le fonctionnement du gouvernement. C'est un chiffre énorme, surtout quand on considère que 32 milliards de dollars ont été ajoutés rien que depuis janvier 2025. Pour mettre cela en perspective, l'ensemble de l'économie russe, en 2024, valait 2,24 000 milliards, soit à peine moins que l'économie de New York, qui s'élevait à 2,3 000 milliards. Accumuler autant de dettes en si peu de temps, c'est comme maximiser une carte de crédit pour financer une guerre qui vide déjà la banque. Avec les sanctions qui font mal,
Emprunter autant d'argent est une décision risquée. Ça aide à payer les factures, pour l'instant. Mais que se passera-t-il quand ces prêts arriveront à échéance? Paris sur un avenir qu'il ne pourra peut-être pas se permettre. Vous vous demandez peut-être, malgré les sanctions, la Russie a encore du pétrole pour se maintenir à flot, non? Mais cette supposition ne pourrait pas être plus fausse. Le pétrole est le pilier économique de la Russie depuis des décennies. Cette bouée de sauvetage s'effiloche désormais rapidement. En 2025, le pétrole et le gaz représentent encore environ 40% du produit intérieur brut de la Russie et plus d'un tiers de son budget fédéral. Mais les chiffres s'effondrent! Le prix du brut Oural, le principal mélange d'exportation de la Russie, a chuté à environ 56 $ le baril cette année, son niveau le plus bas depuis la pandémie. C'est bien en dessous des 69 $ par baril que le Kremlin utilisait pour équilibrer son budget. Les conséquences sont brutales. Au premier trimestre 2025, les bénéfices nets de Rosneft ont chuté de 57% et la production pétrolière a atteint son plus bas niveau en 9 ans. Même si la Russie tente de s'éloigner de l'Europe et de réorienter ses exportations vers des pays comme l'Inde et la Chine, elle est obligée de vendre à des prix fortement réduits. La plupart du temps, elle vend à 20 $ ou plus en dessous des indices mondiaux, simplement pour rester dans la course. Ce n'est pas qu'une question de prix. L'infrastructure pétrolière russe est sous pression, les raffineries vieillissent. Les importations d'équipements sont restreintes, et la soi-disant flotte fantôme de pétroliers utilisée pour contourner les sanctions se réduit à mesure que le contrôle se renforce. En mai 2025, les revenus pétroliers maritimes ont chuté de 8% par rapport au mois précédent, même si les volumes d'exportation ont à peine changé. Ce n'est pas la première fois que le pari pétrolier de la Russie se retourne contre elle. En 2008, un effondrement similaire des prix a choqué l'économie. Mais aujourd'hui, les enjeux sont encore plus élevés. La guerre en Ukraine a fait exploser les dépenses militaires, et le gouvernement perd énormément d'argent. Quand les revenus pétroliers sont trop faibles, le Kremlin doit utiliser son fonds souverain, déjà en baisse, ou coupé dans d'autres dépenses. Pendant ce temps, le monde continue d'avancer. La demande mondiale de combustibles fossiles plafonne. Les investissements dans les énergies propres augmentent, et la Russie, toujours attachée à un modèle économique du XXe siècle, voit son atout le plus précieux perdre de sa pertinence. Donc oui, la Russie a encore du pétrole, mais en 2025, le pétrole ne sauve plus la Russie. Cela ne fait que révéler à quel point le pays est vraiment vulnérable. Et il n'y a pas que le pétrole. D'autres secteurs ressentent également la pression. Prenons l'exemple de l'industrie automobile. La Russie dépendait jadis de pièces importées d'Allemagne et du Japon. Maintenant, les chaînes d'approvisionnement sont coupées. La production a chuté de 40% depuis 2022. Et les voitures fabriquées sont de moindre qualité, utilisant souvent des composants de fortune venant de Chine. Les usines ferment, ou essaient de rassembler des pièces provenant de sources moins fiables, comme la Chine. Résultat, moins de voitures, qualité inférieure et prix plus élevés. La même histoire se répète dans l'électronique, la machinerie et même l'agriculture, où la Russie ne peut pas obtenir l'équipement moderne dont elle a besoin. Les agriculteurs ont du mal à obtenir des tracteurs modernes ou des engrais, donc les rendements des récoltes diminuent. Les sanctions sont comme un mur autour de l'économie russe, et chaque jour, ce mur devient un peu plus haut. En somme, l'économie russe fait face à de sérieuses difficultés au vu de l'accumulation de tous ces problèmes. Le gouvernement peut souligner le faible taux de chômage de 2,3% et le rouble fort, qui a gagné 40% face aux autres devises cette année. Mais ce ne sont que des distractions. Le chômage est bas parce que tant de personnes sont parties, ou ont été mobilisées, pas parce que les emplois sont nombreux. La force du rouble est artificielle, soutenue par des contrôles stricts et des ventes de pétrole qui s'épuisent. La réalité, c'est que l'économie russe ressemble à un château de cartes, et le vent commence à souffler. Pour comprendre pourquoi la Russie est dans ce pétrin, il faut revenir en arrière. Cette crise s'est accumulée pendant des années, enracinée dans des décisions, des conflits et des faiblesses. L'invasion de l'Ukraine en 2022 a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Le monde a réagi avec des sanctions qui ont frappé fort. Les pays occidentaux ont gelé 300 milliards de dollars de réserves étrangères de la Russie. C'était de l'argent sur lequel le gouvernement comptait pour stabiliser le rouble et payer ses factures. Imaginez que tout votre compte d'épargne soit enfermé dans un coffre-fort que vous ne pouvez pas ouvrir. C'est ce qui est arrivé à la Russie. Ces sanctions ont aussi bloqué l'accès aux systèmes financiers mondiaux. Cela a rendu quasi impossible pour les banques et entreprises russes de commercer avec le monde. Les entreprises ne pouvaient acheter de fournitures, ni payer les exportateurs. L'invasion n'a pas seulement déclenché des sanctions, elle a changé la place de la Russie dans l'économie mondiale. Avant 2022,
La Russie était un acteur majeur sur les marchés de l'énergie, fournissant du gaz et du pétrole à l'Europe. Des pays comme l'Allemagne et l'Italie comptaient sur les gazoducs russes pour chauffer leurs foyers et faire tourner leurs usines. L'Europe dépendait de la Russie pour 45% de son gaz en 2021. Mais après l'invasion, l'Europe a rapidement changé de cap. De nouveaux terminaux ont été construits pour le gaz naturel liquéfié importé du Qatar et des États-Unis. Ils ont investi dans l'énergie éolienne et solaire. D'ici 2025, la part de la Russie sur le marché énergétique européen est passée de 45% à seulement 13%. En fait, le plan est de la réduire encore davantage. C'est une perte catastrophique pour un pays qui dépend de l'énergie pour près de la moitié de ses revenus. Maintenant, la Russie s'empresse de vendre son pétrole à la Chine et à l'Inde à des prix cassés. Et même ces accords sont pour le moins incertains. Les entreprises occidentales se sont également retirées en masse, et l'impact a été énorme. De grands noms comme McDonald's, Apple et Toyota ont fermé leurs activités en Russie. Plus de 1000 entreprises sont parties, coûtant à la Russie des milliards de revenus et des dizaines de milliers d'emplois. L'industrie automobile illustre bien ce problème. Sans pièces occidentales, la production s'est effondrée, rendant les voitures neuves rares et chères. Ce départ n'était pas qu'une question d'argent, mais aussi un signal que la Russie n'est plus un endroit sûr pour les affaires. La confiance est perdue, et elle ne se reconstruit pas rapidement. La Russie a tenté de contourner cela en augmentant ses échanges avec la Chine et l'Inde, mais cela ne compense pas complètement. Ces pays négocient durement, achetant le pétrole russe à des prix fortement réduits, et ils n'ont pas la même demande pour les produits russes que l'Europe avait autrefois. Le résultat, c'est un réseau commercial qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il était autrefois. Mais la crise ne concerne pas seulement les sanctions ou la guerre. L'économie russe a un problème plus profond. Elle dépend beaucoup trop du pétrole et du gaz. Environ 40% de son produit intérieur brut, et 60% de ses exportations proviennent de l'énergie. C'est comme parier tout votre avenir sur une seule industrie. Quand les prix du pétrole étaient hauts, dans les années 2000, l'économie russe semblait prospère. De nouveaux appartements sont construits, les gens achètent quoi des voitures, et le gouvernement augmente les salaires. Mais lorsque les prix chutent, comme c'est le cas en 2025, tout le système commence à s'effondrer. Avec la demande mondiale de pétrole qui devrait rester stable, il n'y a pas de solution rapide en vue. Cette dépendance à l'énergie n'est pas nouvelle. Pendant des décennies, la Russie s'est appuyée sur ses vastes champs de pétrole et de gaz pour financer tout, des écoles aux sous-marins. Au début des années 2000, les prix élevés du pétrole ont alimenté un boom qui a permis à des millions de Russes d'accéder à la classe moyenne. Mais au lieu d'utiliser cet argent pour développer de nouvelles industries ou investir dans la technologie, le gouvernement a misé encore plus sur l'énergie. D'autres secteurs, tels que l'industrie manufacturière ou la technologie, ont été délaissés. Maintenant que les revenus de l'énergie s'effondrent, il n'y a plus rien sur quoi se reposer. C'est comme un fermier qui ne cultive qu'une seule culture. Quand la récolte échoue, il n'y a pas de plan de secours. Un autre problème majeur est la structure de l'économie russe, fortement contrôlée par l'État, qui prend toutes les décisions, que ce soit pour les banques ou les compagnies pétrolières. Cette structure entrave l'essor des entreprises privées. Les entrepreneurs font face à une bureaucratie interminable, à la corruption et au risque permanent d'ingérence gouvernementale. Les entreprises privées font face à des taxes, à des pots de vin et au risque d'une prise de contrôle par le gouvernement. Ce système tue l'innovation. Les entrepreneurs ne peuvent pas prospérer quand ils doivent sans cesse regarder derrière eux. Par conséquent, l'économie russe manque de diversité et de flexibilité pour s'adapter aux défis. Comparez cela à un pays comme la Corée du Sud, où les géants de la technologie comme Samsung stimulent l'innovation et la croissance. La Russie n'a pas d'équivalent, car le système étouffe toute personne qui essaie de penser différemment. Des pays comme la Norvège dépendent aussi du pétrole, mais ont diversifié leur économie avec des secteurs tels que le transport maritime ou les énergies renouvelables. La Russie ne l'a jamais fait, et elle en paie enfin le prix. En parlant de mauvaise structure et de contrôle étatique, la Russie est extrêmement corrompue. La corruption est comme une fuite dans le moteur économique russe, détournant des fonds qui pourraient te servir à réparer les écoles, hôpitaux et routes. Ce n'est pas seulement quelques brebis galeuses, mais un système où la corruption est partie intégrante des affaires. Pour ouvrir une petite boutique ou obtenir un permis de construire, les propriétaires doivent souvent soudoyer des fonctionnaires. Ces pots de vin peuvent représenter 10% ou plus des bénéfices d'une entreprise, de l'argent qui pourrait servir à embaucher des employés ou à acheter plus d'équipements. Les grandes entreprises, notamment pétrolières et gazières, sont les plus durement touchées. Les responsables de l'État exigent souvent une part des grandes transactions, et ces coûts-là sont répercutés sur les consommateurs par le biais de prix plus élevés. L'année dernière, Transparency International a classé la Russie parmi les pays les plus corrompus, avec un score de 26 sur 100. La corruption en Algérie était bien pire que dans de nombreux pays voisins, effrayant les investisseurs étrangers, qui craignaient les transactions douteuses et les prises de contrôle soudaines par le gouvernement. En 2018, IKEA s'est retiré de Russie après des années de lutte contre des fonctionnaires corrompus.
Et ce genre d'histoire est courant. Même les entreprises russes ont du mal, car les petites sociétés consacrent jusqu'à 20% de leur temps à gérer les inspections et la paperasserie. C'est souvent juste un prétexte pour demander plus de pots de vin. Pendant ce temps, l'argent détourné finit entre les mains de quelques élites, qui achètent dans des villas à l'étranger, ou cachent l'argent sur des comptes offshore. En 2024, des rapports ayant fuité ont révélé que 15 milliards de dollars de fonds suspects avaient quitté la Russie, une somme suffisante pour financer les soins de santé de millions de personnes. Cette cupidité creuse l'écart entre les riches et les pauvres, laissant les Russes ordinaires faire face à des infrastructures délabrées et à la hausse des prix. C'est un cercle vicieux qui maintient l'économie dans l'impasse, car ceux qui pourraient la réparer profitant du fait que tout reste cassé. Avec la corruption qui ronge tous les niveaux, il n'est pas étonnant que la Russie ait du mal à simplement suivre le rythme. Le secteur technologique illustre parfaitement la structure défaillante de l'économie russe. La Russie avait jadis une industrie technologique florissante, avec des entreprises comme Yandex et Mail.ru compétitives à l'échelle mondiale. Mais depuis 2022, cette industrie a été décimée. Les sanctions ont coupé l'accès aux logiciels occidentaux, aux services cloud et aux matériels comme les microprocesseurs. Cela a compliqué la création et la maintenance de produits technologiques. Dans le même temps, des milliers de programmeurs et d'ingénieurs qualifiés ont quitté le pays. Même avant 2022, la Russie perdait des talents. 100 000 travailleurs de l'informatique sont partis rien qu'en 2022, s'installant dans des pays comme l'Estonie ou l'Arménie. La main-d'œuvre technologique a diminué de 20%, et les entreprises peinent à combler les lacunes. Ce sont ces personnes qui auraient pu créer la prochaine grande application ou start-up. Mais maintenant elles travaillent ailleurs, comme en Israël. La fuite des cerveaux de la Russie épuise son avenir, et cela devient rapidement l'un des plus grands casse-têtes du pays. Sans la technologie, la Russie ne peut pas se moderniser, ce qui est fatal dans l'économie actuelle. Ces problèmes structurels, comme le contrôle de l'État, le manque de diversité et la perte de talent, existent depuis des années. Mais la guerre et les sanctions les ont transformés en une véritable crise. Le gouvernement a répondu en augmentant les dépenses militaires, espérant ainsi surmonter la douleur. Mais c'est comme soigner une jambe cassée avec un pansement. Cela peut tenir un moment, mais les dégâts sous-jacents ne font qu'empirer. L'économie de la Russie paie le prix de plusieurs années de mauvaises décisions, et cette facture doit être réglée. Avec tous ces problèmes qui s'accumulent, les effets se répercutent à travers la société russe et au-delà. La pression économique rend la vie plus difficile pour des millions de Russes. Environ 21 millions de personnes, soit 1 sur 7, vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter à mesure que les prix grimpent et que les salaires baissent pour suivre le rythme. Dans les petites villes, où les usines ont fermé, où les fermes n'arrivent pas à embaucher assez de travailleurs, les familles peinent à joindre les deux bouts. Aller à l'épicerie signifie sauter la viande ou les fruits frais, parce que les prix ont augmenté de 15% en moyenne. D'autres produits comme le beurre et les pommes de terre connaissent des hausses encore plus importantes. Pour une famille qui gagne 70 000 roubles par mois, cela représente une grande partie de leur budget qui disparaît. Beaucoup se tournent vers des aliments moins chers et de moindre qualité, comme les nouilles industrielles, au lieu de légumes frais, simplement pour remplir leur estomac. Même dans des villes comme Moscou, la classe moyenne se sent sous pression. Les gens qui rêvèrent de vacances ou de voitures neuves se concentrent maintenant sur le loyer et les factures. Les factures d'électricité et de gaz ont grimpé de 12% en un an. Et avec l'hiver qui approche, ces coûts vont peser encore plus lourd. Le gouvernement aidait auparavant avec des subventions, mais celles-ci sont en train d'être réduites pour économiser de l'argent. Certaines familles se regroupent, emménageant chez des proches pour partager les factures. D'autres prennent des petits boulots, comme conduire des taxis ou vendre des produits faits maison, pour joindre les deux bouts. Un changement radical comparé à il y a 10 ans, quand l'économie russe semblait promettre un avenir meilleur. Pour de nombreux Russes, le quotidien devient de plus en plus difficile. La santé est un autre secteur qui en pâtit. Les réductions de salaire ont laissé les hôpitaux sous-financés, avec des dépenses en baisse de 8% en termes réels en 2024, et 2025 s'annonce tout aussi serré. Dans les zones rurales, la fermeture de cliniques contraint les habitants à de longs trajets pour consulter un médecin. Les hôpitaux urbains sont surchargés, les patients attendent des semaines pour des examens et des mois pour des chirurgies. Les pénuries de médicaments sont courantes. Les médicaments pour le diabète ou les maladies cardiaques sont soit en rupture de stock, soit coûtent 20% de plus. Certains Russes se tournent vers des alternatives risquées, comme l'achat de pilules en ligne ou l'utilisation de remèdes à base de plantes. Des histoires circulent sur des personnes qui achètent des médicaments au marché noir parce que les pharmacies sont en rupture de stock. Pour les personnes âgées qui ont besoin de soins réguliers, c'est une période inquiétante. Les fissures du système de santé deviennent des gouffres et des gens en pâtissent. L'éducation est également touchée.
Les écoles peinent à recruter des enseignants en raison des bas salaires, environ 500 $ mensuels pour le personnel des écoles publiques. Beaucoup d'enseignants qualifiés sont partis pour des emplois mieux rémunérés à l'étranger ou dans le secteur privé russe. En 2024, la pénurie d'enseignants a atteint 11%, ce qui a entraîné des classes plus grandes et moins d'attention individuelle pour les enfants. Dans les régions reculées, des écoles ont fermé, obligeant les élèves à dépendre d'un accès internet instable pour suivre les cours. Même dans les villes, il est difficile d'obtenir des fournitures scolaires et informatiques. Les classes sont bondées, et certaines écoles manquent de moyens pour acheter l'essentiel, comme des manuels ou le chauffage. Il ne s'agit pas seulement des élèves actuels, mais aussi de l'avenir de la Russie. Un système éducatif affaibli signifie moins de travailleurs qualifiés à l'avenir, ce qui rendra encore plus difficile pour la Russie de sortir de ce gouffre économique. Les enfants sans accès à une bonne éducation ne seront pas prêts pour les emplois en technologie ou en sciences nécessaires au pays pour s'affranchir de sa dépendance au pétrole. La priorité du gouvernement à la guerre n'aide pas. En 2025, un chiffre stupéfiant de 41% du budget fédéral est consacré à la défense et à la sécurité. C'est une somme énorme, suffisante pour construire des milliers d'écoles ou d'hôpitaux. Les dépenses militaires sont exorbitantes, et il ne s'agit pas seulement des armes. Au lieu de cela, cet argent est injecté dans l'armement, les bases militaires et les primes d'engagement pour les nouveaux soldats. Certaines régions, comme Belgorod, offrent des primes de recrutement allant jusqu'à 3 millions de roubles, soit environ 29 000 $, rien que pour s'engager dans l'armée. C'est une fortune pour beaucoup de familles, mais c'est un signe de désespoir. Le manque de combattants volontaires pousse le gouvernement à tenter de résoudre le problème par des incitations financières. Pendant ce temps, les travailleurs ordinaires, comme les enseignants ou les infirmiers, ont de la chance de voir une fraction de cette somme sur leur fiche de paie. Cette focalisation sur les dépenses militaires prive aussi d'autres secteurs économiques. Les infrastructures comme les routes et les chemins de fer tombent en ruine parce qu'il n'y a pas d'argent pour les entretenir. Le Fonds national de bien-être, l'épargne de la Russie pour les temps durs, devrait être épuisé d'ici début 2026. Une fois que cela arrivera, le gouvernement devra emprunter davantage ou réduire encore plus les dépenses. Comme vous pouvez le voir, cette guerre en Ukraine, qui en est maintenant à sa 3e année, épuise les ressources à un moment où l'économie est déjà à genoux. Vous pensez sûrement qu'à ce stade, la Russie devrait juste se retirer et stopper la guerre, non? Retournement de situation. L'économie russe est maintenant tellement liée à la guerre que l'arrêter pourrait aggraver les choses. La guerre est devenue une bouée de sauvetage pour certaines régions du pays. Les usines dans des endroits comme Toula produisent quand même des armes, employant 1 200 000 personnes, soit 10% de la main-d'œuvre russe, en 2025. Les exportations d'armes, telles que les missiles vendus à des pays comme l'Iran, ont rapporté 14 milliards de dollars l'an dernier, un rare point positif dans une économie en déclin. Sans la guerre, ces emplois et ces contrats pourraient disparaître, plongeant les villes dans la tourmente. Et le Kremlin le sait. Alors il pousse à maintenir les combats, pariant que les dépenses de guerre permettront de maintenir la cohésion. C'est comme un joueur qui double la mise sur une mauvaise main, espérant un miracle. Évidemment, cela a un coût. Un déficit budgétaire de 3 000 milliards de roubles, soit environ 34,4 milliards en 2025, rend plus difficile le financement à la fois de l'armée et des services de base. Certains analystes pensent que cette pression pourrait forcer la Russie à repenser sa stratégie. Cela pourrait les forcer à quitter l'Ukraine, ou à chercher un cessez-le-feu pour soulager la souffrance économique. Certains avertissent qu'un gouvernement assiégé pourrait resserrer son emprise en réprimant toute opposition pour conserver le pouvoir. En 2024, la Russie a adopté des lois limitant la liberté d'expression et emprisonnant les manifestants. Durant la même période, les arrestations pour activités anti-étatiques ont grimpé de 30% en un an. Une économie affaiblie pourrait pousser le Kremlin à renforcer ses tactiques, au risque de provoquer davantage de troubles. Donc, jusqu'à ce qu'un meilleur plan arrive, la Russie continuera malheureusement à dépenser pour la guerre et à aller de l'avant. Cette répartition inégale des dépenses crée une division au sein de la société russe. Les employés de l'armée et des industries de la défense s'en sortent bien. Certains reçoivent même des augmentations. Mais tous les autres, des commerçants aux enseignants, sont laissés pour compte. Cet écart commence à susciter de la frustration. Dans les villes, on entend des plaintes disant que le gouvernement se soucie plus des chars que des gens. Dans les marchés ou sur les réseaux sociaux, des murmures de frustration s'élèvent, questionnant le financement plus important des chars par rapport aux hôpitaux. Les manifestations sont rares, parce que le Kremlin réprime sévèrement. Mais quelques petits actes de dissidence comme des graffitis ou des pétitions en ligne commencent à apparaître. Si l'économie continue de décliner, cette frustration pourrait s'aggraver. Mais de façon réaliste,
Il faudrait des années pour remettre en cause le régime. Pour l'instant, le régime du président Poutine tient bon. Mais l'histoire montre que la souffrance économique peut provoquer des changements, comme cela s'est produit à la fin de l'Union soviétique. Sur la scène mondiale, la crise de la Russie cause également des maux de tête. La Russie est un important fournisseur de céréales, de gaz et de métaux, et les perturbations de ses exportations font grimper les prix dans le monde entier. La Russie est un important fournisseur de blé, et avec une production en baisse de 10% en 2025, les prix mondiaux des denrées alimentaires augmentent. Les agriculteurs manquent de machines modernes et de main-d'œuvre, ce qui réduit les récoltes. Les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, tels que l'Égypte et le Nigeria, dépendant du blé russe, sont confrontés à la hausse des coûts alimentaires. Cela pousse davantage de personnes vers la faim. L'Organisation des Nations Unies estime que l'insécurité alimentaire mondiale s'est aggravée en partie à cause des perturbations des exportations russes. L'inflation pousse des millions de personnes vers la faim et provoque des manifestations dans certaines régions. Les prix du gaz posent également problème. Même si l'Europe a réduit sa consommation de gaz russe, le marché mondial reste tendu, et le moindre problème dans la chaîne d'approvisionnement de la Russie fait grimper les prix. Au Pakistan et en Thaïlande, les familles payant plus pour cuisiner ou chauffer leur foyer. Les usines en Inde et au Brésil subissent des coûts énergétiques plus élevés, entraînant une hausse des prix des produits, tels que les voitures fermées. Les métaux comme le nickel, l'aluminium et le palladium sont également touchés. La Russie est un des principaux producteurs, mais les sanctions et les problèmes de production ont réduit les exportations de 5% cette année. C'est une mauvaise nouvelle pour des industries comme l'automobile et la construction, qui ont besoin de ces matériaux. Au Japon et au Mexique, le coût plus élevé des matières premières pour les usines se répercute sur les prix pour les consommateurs. Le prix d'un nouveau véhicule électrique ou d'un gratte-ciel augmente à cause des problèmes de la Russie. Les difficultés économiques russes pourraient renchérir votre prochain smartphone ou appartement. Ces problèmes de chaîne d'approvisionnement montrent comment la crise d'un pays peut toucher des vies à des milliers de kilomètres, des ouvriers d'usines aux consommateurs. L'effet domino est bien réel. Quand l'économie russe éternue, le reste du monde attrape un rhume. Politiquement, cette crise pourrait transformer la Russie et au-delà. Les difficultés économiques rendent souvent les gens agités. Malgré le contrôle du gouvernement sur le pouvoir, des signes de tension apparaissent. Les sondages révèlent que l'inflation est la principale inquiétude des Russes, encore plus que la guerre lors des conversations privées. Vous entendrez la frustration monter. Les manifestations publiques sont rares en raison de la répression rapide du gouvernement. Si les prix continuent d'augmenter et que le niveau de vie continue de baisser, le Kremlin pourrait faire face à plus d'agitation. Cependant, un véritable défi pour le régime mettra probablement des années à émerger. Une économie affaiblie pourrait également forcer la Russie à repenser sa position agressive à l'étranger, peut-être en poussant à des pourparlers de paix pour alléger la pression. La guerre en Ukraine coûte environ 200 milliards de dollars par an, et avec la baisse des revenus pétroliers, c'est un fardeau assez lourd. La Russie pourrait pousser pour des pourparlers de paix ou une présence militaire réduite, même si un recul complet est peu probable. Ces effets nationaux et mondiaux dressent le portrait d'un pays à la croisée des chemins. La crise économique de la Russie ne concerne pas seulement le présent. Elle façonne l'avenir. Explorons donc ce qui pourrait arriver. La Russie peut-elle se sortir de ce gouffre? Ou est-elle en route vers une chute encore plus grande? Le risque le plus immédiat est une récession totale à cause de l'énorme déficit que la Russie connaît. Les revenus pétroliers et gaziers, qui remplissaient autrefois les caisses, ont chuté de 35% en un an. Les impôts rapportent le moins, parce que les entreprises et les consommateurs dépensent moins. Si ces tendances persistent, la Russie pourrait faire face à un mur d'ici 2026. Une récession serait dévastatrice. Les petites entreprises, employant des millions de personnes, peinent déjà face au taux d'intérêt élevé et à la baisse de la demande. Un ralentissement pourrait en pousser beaucoup au bord du gouffre, entraînant des licenciements et un taux de chômage plus élevé. Le taux de chômage, actuellement à 2,3%, est bas mais trompeur. Il est bas parce que de nombreux travailleurs sont partis, ont été mobilisés ou sont morts à la guerre. Une récession pourrait faire monter le chômage à 5% ou plus en Russie, un niveau inédit depuis des années. Pour les familles, cela implique une baisse de revenus et davantage de difficultés pour régler les factures ou se nourrir. Le secteur immobilier, déjà en baisse de 10% en ce qui concerne les nouveaux projets, pourrait s'arrêter complètement, laissant les ouvriers du bâtiment et les promoteurs sans emploi. Les effets se propageraient en cascade, affectant d'autres secteurs liés au logement. Le gouvernement pourrait tenter d'atténuer le choc avec des subventions ou des allègements fiscaux, mais avec des liquidités limitées. Sa marge de manœuvre est restreinte. Emprunter n'est pas facile quand on est sous sanction. Les banques internationales refusent de traiter avec la Russie, et les prêts domestiques pourraient avoir des taux d'intérêt exorbitants de 21%, qui continuent d'augmenter. Imprimer de l'argent est une autre option, mais cela alimenterait l'inflation, déjà à 9,9%. Une inflation plus élevée entraînerait une hausse des prix,
des denrées alimentaires et des services publics, affectant durement les Russes. Réduire les dépenses semble être la mesure la plus probable, mais avec 41% du budget consacré à la défense, le gouvernement a les mains liées. Réduire les dépenses militaires pourrait affaiblir l'effort de guerre, considéré non négociable par le Kremlin. Les coupes budgétaires toucheraient donc probablement les programmes sociaux ou de santé déjà sous pression. Une récession révélerait à quel point l'économie russe est fragile, dissipant l'illusion de croissance. Une récession affecterait également la position mondiale de la Russie. Une économie affaiblie signifie moins de fonds pour les opérations militaires ou l'aide étrangère, que la Russie emploie pour étendre son influence en Syrie ou en Afrique. Cela pourrait accroître la dépendance de la Russie envers la Chine, qui comble déjà le vide laissé par le commerce occidental. Mais c'est un jeu risqué. Le soutien de la Chine vient avec des conditions, comme l'accès aux ressources russes ou aux bases militaires. Une récession pourrait piéger la Russie dans un cycle de dette et de dépendance, limitant son indépendance sur la scène internationale. Une autre possibilité est la stagnation, où l'économie ne s'effondre pas, mais ne croît pas beaucoup non plus. C'est ce qui est arrivé à l'Union soviétique dans les années 70 et 80, lorsqu'elle s'est retrouvée coincée dans une ornière de faible croissance et de baisse du niveau de vie. La Russie montre déjà des signes de déclin. Les investissements dans les secteurs non militaires, comme la technologie ou la santé, ont baissé de 4% par rapport à l'an dernier. Sans usines, labos de recherche ou start-up, l'économie ne peut innover ni être compétitive. C'est comme rouler sur les vapeurs d'essence. Vous pouvez continuer un moment, mais vous n'irez pas loin. La Russie reste dépendante d'industries vieillissantes telles que le pétrole et les mines, pendant que le monde évolue. La stagnation impliquerait un lent déclin pour la Russie. Le niveau de vie se dégraderait car l'inflation surpasserait la hausse des salaires. La classe moyenne, développée durant le boom pétrolier des années 2000, risque de se réduire, augmentant la pauvreté. Les jeunes, ne voyant aucun avenir, pourraient bientôt partir en encore plus grand nombre, aggravant ainsi la fuite des cerveaux. Les industries persisteraient avec des technologies désuètes et des solutions provisoires. La Russie compte déjà beaucoup sur les importations chinoises pour remplacer les produits occidentaux. Cependant, ces produits ont leurs propres problèmes, comme une qualité moindre et des coûts supérieurs. Dans une économie stagnante, la vie devient progressivement plus difficile. L'importation de biens de consommation comme les téléphones ou les voitures de Chine serait coûteuse, mettant les budgets sous pression. Le gouvernement pourrait essayer de distraire la population avec de la propagande ou de petites aides, mais cela ne fonctionne qu'un temps. Avec le temps, le pays pourrait devenir l'ombre de lui-même, toujours grand, mais n'étant plus une véritable puissance économique. En pratique, la stagnation se manifeste par des villes aux routes délabrées et aux usines obsolètes. Les écoles et les hôpitaux continueraient de fonctionner malgré le sous-financement et le manque de personnel. Les salaires ne suivraient pas l'inflation, obligeant les familles à continuer de se serrer la ceinture. La frustration pourrait s'accroître, en particulier chez les jeunes générations, aspirant à un avenir meilleur. La stagnation n'est pas aussi spectaculaire qu'une récession, mais elle est tout aussi dommageable sur le long terme. C'est le genre de déclin qu'a connu l'Union soviétique, et c'est un risque réel si rien ne change. La Russie pourrait améliorer sa situation par des réformes, mais ce sera difficile. L'économie est bloquée parce que le gouvernement contrôle trop de choses. Les compagnies pétrolières, les banques et un petit groupe d'élite préfèrent garder leur emprise. La relâcher pourrait aider. Par exemple, accorder un répit aux petites entreprises face aux impôts lourds et aux inspections interminables leur permettrait de se développer. Cela créerait des emplois pour les jeunes Russes, qui pourraient sinon partir. Début des années 2010, la Russie a essayé une approche similaire. Des réductions d'impôts pour les startups technologiques ont aidé des entreprises comme Yandex à décoller, créant de nombreux emplois. Ces petits pas ont montré ce qui est possible lorsque le gouvernement relâche la pression. La Russie pourrait investir dans de nouvelles industries telles que l'énergie verte ou la fabrication avancée, afin de réduire sa dépendance au pétrole. Des fermes solaires ou des usines de batteries pourraient créer des emplois et empêcher les ingénieurs talentueux de partir vers des endroits comme l'Estonie. Augmenter le financement des écoles aiderait aussi, en formant les enfants à des emplois technologiques ou scientifiques, plutôt que de les laisser dans un système adapté au pétrole. Cependant, les réformes menacent les élites dirigeant les entreprises d'État et profitant d'affaires douteuses. Des patrons du pétrole aux responsables gouvernementaux, ces initiés ont peu d'intérêt à changer le statu quo. En 2016, une tentative de privatiser certaines entreprises d'État a été bloquée parce que des groupes puissants se sont battus pour garder le contrôle. La guerre en Ukraine maintient la Russie dans une impasse avec l'Occident, dissuadant les investisseurs étrangers d'apporter argent et technologie. Les sanctions ne disparaîtront pas du jour au lendemain, même si la guerre prend fin. Cependant, la douleur économique pourrait forcer de petits changements. Si les prix continuent de grimper et que la colère monte, le Kremlin pourrait tenter des allègements fiscaux ou de nouveaux programmes de formation pour apaiser la situation. Cela ne résoudrait pas tout, mais serait un début. Les dirigeants russes doivent choisir, garder un système qui coule ou risquer du nouveau. L'histoire montre qu'ils résisteront,
Mais la pression venant d'en bas pourrait bien entrouvrir la porte. Au final, le verdict est clair. L'économie russe est en difficulté, contrairement à ce que le gouvernement prétend. La croissance de 4% en 2024 était un mirage, fondé sur des dépenses militaires qui, en réalité, ne font qu'assécher le pays. La crise, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est une leçon. La Russie montre à quelle vitesse un géant peut tomber lorsqu'il mise trop sur une seule chose, comme le pétrole, ou qu'il engage des conflits qu'il ne peut pas se permettre, comme l'Ukraine. Ceci est un avertissement pour tous les pays. Bâtissez une économie forte et diversifiée, sinon vous risquez l'effondrement sous la pression. Le peuple russe en paie le prix, et le monde en subit les conséquences. Et que la Russie s'effondre davantage ou qu'elle parvienne à se redresser, son histoire façonnera l'avenir, du commerce mondial aux rivalités entre superpuissances. C'est une nation au bord du gouffre, et ce qui va se passer ensuite pourrait tout changer. Merci d'avoir regardé.